Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadets phosphorescents. Telle la phalène affolée par la lumière d'un phare dans une nuit de contrariété, vous êtes revenu voir Tonton Zomzomb pour de nouvelles geekeries éblouissantes de nostalgie entre libres penseurs de bonne compagnie. Et bah t'as bien raison ma gueule, car aujourd'hui on va parler de Dazzler et de ses roploplos. Oui, la nichonesque Dazzler, pour le plus grand bonheur de qui, ça on ne le sait pas, mais il y a du potentiel quelque part. Alors je l'ai découverte avec une certaine émotion dans mon slip dans le Special Strange 29 en août 1982, mais d'autres lecteurs lugiens l'ont certainement découverte avant dans le Titan 35 de novembre 1981, comme l'annonce si bien la couverture qui très sobrement nous annonce du nouveau. Je suis pas un spécialiste de la vente, mais je trouve l'argumentaire un peu ledge, non? Mais derrière tant de mystères mercantiles, la revue Lugienne proposait en fait le premier épisode de la série Dazzler, sorti en mars 1981 et écrit par Tom DeFalco, ou qui n'a rien à voir avec le chanteur Falco. Pour rappel, Tom DeFalco est le scénariste de Machine Man, Non, de Captain America non, et de Miss Marvel. toujours pas. Côté dessin, c'est John Romita Jr. qui s'y colle, et je trouve que vraiment les mots me manquent, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais, hein? On est d'accord. Et je sens d'ici votre scepticisme quant à faire une vidéo presque de qualité sur Dazzler, série souvent jugée cucul-à-praline, trop romantique pour les lecteurs mâles, les hommes, hein, les vrais, hein, les velus, ceux qui ont un service 3 pièces dans le futal. Alors, je te le dis tout de suite ma gueule, tu vas te calmer, car je n'ai pas l'intention de me lancer dans mes beaux fris habituels pour parler d'une nouvelle camélidée aux rotondités exaspérantes de la maison Marvel, car les amis de Christine Boutin vont encore manifester, ni même d'un point de vue intellectuel de parler de l'ensemble de la série. Je vais m'attarder sur le premier épisode qui est riche en anecdotes, et là, tu es heureux, je le sens. Non. Et quand je parle d'anecdotes, je parle de ses coulisses, plus que de l'histoire du premier épisode, qui, elle, effectivement, ne se prête pas à balancer le moindre flot épique, comme j'en ai l'habitude sur cette chaîne. Non, c'est sûr qu'on va pas se la mettre grave aujourd'hui, hein. Limite, si tu as des RTT à apprendre, bah c'est peut-être pas trop tard. Je vous préviens, j'annonce la couleur, donc si vous voulez aller vous couler 2-3 douilles pendant la vidéo, peut-être que ça sera plus rigolo à regarder. Non, je déconne, la drogue c'est mal. Mais franchement, il y a de quoi dire sur l'envers du décor. Alors sans plus tarder, on va envoyer le générique parce que cette introduction est déjà vraiment trop longue, ma gueule. Philippe, je sais où tu te gares. C'est ici que je te dis. Non, un bel Abdel Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. 1981, c'est l'année de naissance de Beyoncé, Jessica Alba, Britney Spears, mais surtout de Clara Morgan. Et ce comics est une expérience intéressante pour Marvel sur le plan de la stratégie de vente quand on est un enfoiré opportuniste. Mais déjà un petit contexte s'impose avant de parler du bouquin en lui-même, mais je sais que ça ne vous dérange pas, bande d'érudits avides de savoir et de connaissances. C'est principalement dans... Oula, j'ai pas failli le dire, c'est principalement dans les kiosques à journaux et dans les vieilles épiceries qui sentent bon le thym et le romarin, sans oublier la bonne farigoulette, que se vendent les comics de l'époque. Il existe également, depuis 1976, des librairies spécialisées dans les comics books. Jim Shooter, dit le couillu désagréable, décide de prendre un risque et il fait publier le premier numéro d'une série mensuelle exclusivement disponible dans ces librairies spécialisées. Cette série, c'est Dazzler, car vous avez oublié d'être con et parce que vous avez vu la miniature de cette vidéo. Et finalement, est-ce que c'était une bonne idée? Hein? À votre avis? J'ai envie de mettre du suspense, du mysterious. Et ben oui, le risque de Jimbo s'avère payant. Le premier numéro de Dazzler atteint le chiffre de 428 000 exemplaires vendus, déclenchant l'euphorie générale chez les boss de la maison. Ce qui est relativement incroyable du cul et plutôt pas mal pour une héroïne commandée par Casablanca Records pour lancer sa propre chanteuse dans le cadre d'un projet multimédia. Une chanteuse qui aurait dû s'appeler au départ Disco Queen. Ouais, je sais, c'est pas folichon comme nom. Alors bien sûr, je le disais en introduction, la grande majorité des adolescents boutonneux et détumescents des années 80 ont bien souvent découvert l'éblouissante chanteuse pleine d'ovules dans le Special Strange 29 en août 1982. Car oui, mesdames, messieurs, sa première apparition a bel et bien été dans l'Uncanny X-Men 130 sorti en février 1980. Ah, quel épisode qui nous transportait jusqu'au nu du plaisir avant de se rendre compte qu'à ne vouloir faire qu'un avec les oiseaux, on finit au bout de quelques secondes à ne faire qu'un avec les taupes. Je ne sais pas du tout où m'emmène cette phrase. Bref, c'était pour dire qu'il nous a vraiment beaucoup enjaillé, isn't it? Espérant profiter de la vague disco du moment, la maison de disques Casablanca approche Marvel et la société de production Filmworks en vue de créer un nouveau personnage qui apparaîtra à la fois sur le disque, dans le comic book et au cinéma. Ah ouais, les mecs voient grand, c'est du high level, avec un accent anglais lui-même très high level. Les trois sociétés s'accordent sur le nom de Dazzler et chargent John Romita Jr. de définir le personnage graphiquement. On lui demande de s'inspirer de Grace Jones, mais c'est beau direct, blanchounette comme une Allemande qui arrive au Cap d'Agde début juillet, qui sert finalement de modèle lorsqu'elle accepte d'être
d'être la vedette du film. Tenez, je vous ai retrouvé les premiers croquis réalisés par Romita avec une Dazzler noire comme convenu au départ. À propos de ce changement de modèle, voici ce que John Romita Jr. a déclaré dans son interview pour Modern Masters. Ils m'ont demandé de la concevoir, puis ils m'ont demandé de faire quelques plans avec le personnage dedans. À l'origine, c'était censé être Grace Jones. Grace Jones était une chanteuse très populaire à l'époque, et je voulais qu'elle soit la base du personnage parce que je pensais que c'était réaliste. Et puis tout d'un coup, c'est devenu Bo Derek en 1981 à cause du film 10 de Black Edwards en 1979. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, c'est ça, ils se sont vendus pour une nana blonde. Elle était très sexy à l'époque, mais je pensais qu'elle n'était pas un choix aussi réaliste que Grace Jones. Et si je pensais à une nana de boîte de nuit, c'était Grace Jones. Bref, Romita n'est pas content. Oui, je vous la fais version littéraire, hein, c'est plus court. Je vous ai donc retrouvé le premier croquis réalisé à partir de Bo Derek et visiblement, il a été demandé à Romita Jr. de procéder à plusieurs changements. La tronche de Dazzler ne semblait pas appropriée à la scène de poursuite. Constipation, mal de ventre, allez savoir. D'après Bob McLeod, qui a également ancré la première histoire, même si les crédits créditent officiellement Alfredo Alcala, il semblerait que Dazzler ait été dessiné au crayon par John Buscema avec des retouches du visage de Romita Sr. Et sur son blog, Jim Shooter nous raconte d'ailleurs des choses similaires et on apprend qu'en plus du disque, du film et de la BD, Casablanca Record et Filmworks souhaitaient également lancer Dazzler avec un spécial animé d'une demi-heure. Niveau projet, c'était unbelievable comme le disait ma prof d'anglais complètement pété. Neil Bogart, le patron de Casablanca Record, oui, ça ne s'invente pas, hein, le mec s'appelle Bogart comme Humphrey. C'est peut-être son frère, gros. Peut-être, je vais pas vérifier parce que j'en ai rien à foutre. Et donc je disais que Bogart voulait beaucoup de héros Marvel dans la spéciale et il voulait que les stars qu'ils avaient sous contrat fournissent des voix aux personnages non marveliens. Il fallait donc des personnages à jouer pour Robin Williams, Cher, Donna Summer, les Village People et même Kiss, rien que ça. Cependant, à cette époque, Bogart avait des problèmes de santé et d'après Jim Shooter, Casablanca Record était racheté, d'autant que des irrégularités comptables auraient visiblement été trouvées ici et là. Finalement, le projet est tombé dans les limbes, pour utiliser une expression convenue et galvaudée. Mais Marvel détenait tous les droits. Casablanca n'avait aucun investissement et aucun intérêt dans la propriété de Dazzler ou dans son traitement, et Marvel en a profité pour utiliser cette idée. Il a donc été demandé à Tom DeFalco de développer le personnage. Il en fera une mutante transformant les ondes en rayons destructeurs. Pendant ce temps, Marvel, avec les dollars plein les yeux, approche Bo Derek au Festival de Cannes en mai 1980 et la gracieuse blondasse est vite convaincue. Elle accepte de jouer le rôle de Dazzler. Et il faut dire que les gens de la Maison des Idées étaient loin d'être cons. En s'adressant à Bo Derek, ils savaient ce qu'ils faisaient. La blondasse, à l'époque, était la star la plus en vogue d'Hollywood, en tête de liste A des stars bankable. Bankable signifie que le simple attachement d'une telle star garantit le financement du studio, beaucoup plus que la pauvre Amazing Grace Jones. Il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, Daryl Hannah avait également été pressentie dans le rôle de Dazzler. Oui, ma gueule. Et pourquoi n'a-t-elle pas été prise et pourquoi ce projet a fait splash? Je dirais que ça relève de ce genre de questions qui restent sans réponse, comme pourquoi est-ce que les ornithorynques sont classés dans la famille des mammifères alors qu'ils pondent des œufs. Et le personnage de Dazzler était censé faire ses premières apparitions simultanées dans le Marvel Super Special numéro 16 et Dazzler 1 et 2, c'est-à-dire que la même histoire apparaissait aux deux endroits à la fin de 1979 ou au début des années 80. Et à la manière d'un Émile Zola, j'accuse Marvel d'avoir pratiqué un matraquage médiatique. Mais les problèmes avec Casablanca ont fait échouer ses plans et le livre de Dazzler a été repoussé d'1 an, avec probablement des révisions substantielles de l'histoire. Si le film n'a jamais vu le jour, Marvel conserve son héroïne et l'intègre donc à son univers, d'abord par l'Uncanny X-Men 130, puis par le lancement de sa série régulière en mars 1981. Et bizarrement, la série séduit les lecteurs. Dazzler a été vendu exclusivement via le marché direct par les boutiques spécialisées, ce qui était une première, et il s'est apparemment très bien vendu. Le double de la vente moyenne de bande dessinée à l'époque selon Wikipédia. Mais vous savez que Wikikaka n'est pas votre ami, mais plutôt la roulette russe du savoir. Toutefois, Marvel semble confirmer ces chiffres. Malgré la qualité et les nombreux faux départs et retards dans la publication de ce livre, le premier numéro a été un succès majeur sur le marché direct, se vendant à plus de 400 000 exemplaires, à une époque où les X-Men se vendaient à environ 300 000 exemplaires et le livre moyen à 100 000. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je préfère répéter pour ceux qui ne sont pas attentifs. Vous remarquerez que la couverture a été peinte, ce qui aujourd'hui peut paraître moche ou kitsch, allez, j'irai jusqu'à cheap. Rayez la mention inutile, hein, je vais pas tout faire à votre place non plus. Mais en fait, à l'époque, l'idée était l'argument de vente par excellence, car c'est ce qu'aimait le public dans ces années-là. Le battage médiatique et l'accumulation de diverses bandes dessinées Marvel ont également été un facteur de sa popularité. Et pourtant, quand on y regarde de près, le travail de John Romita Jr. laisse à désirer.
Cet homme aux multiples talents est capable du meilleur comme du pire. Et là, c'est pas top. Limite, son travail sur Dazzler ne risque pas de laisser un souvenir impérissable. Ses illustrations sont assez fat to grey. Et même l'écriture n'est pas géniale. Et je dirais en substance ceci, ce livre était vraiment sans saveur, mais il avait le potentiel en tant que livre de non-super-héros. Bon, mais alors justement, parlons un peu de cette aventure toute pourrie. La bonne idée du scénariste, c'est que Dazzler est un personnage intéressant, non pas pour sa forte poitrine, parce qu'esthétiquement, on n'a jamais craché sur les belles mammifères, mais surtout car la louloute discophile ne veut pas être une super-héroïne. Ah! Sauf qu'au début de l'histoire, elle est bien obligée d'utiliser ses pouvoirs pour arrêter 2 groupes de criminels, oui, rien que ça. La meuf fait quand même régner la justice dans les bas-fonds. Côté intrigue principale, on doit bien dire que cela relève d'un scénario de Kevin à 10 ans. Dazzler remporte un concours que l'Enchantresse avait organisé pour gagner elle-même dans le cadre d'un stratagème. Waouh, cette tension ambiante, c'est fou hein, pour le lancement d'une série. Je devine derrière cet écran, votre sourire benoît en train de s'estomper peu à peu derrière le masque de l'affliction. Mais je vous avais prévenu les mecs, hein, cette histoire, elle n'a pas de quoi défricher les nichons. Non mais sérieux les mecs, vous avez trouvé que ça pour débuter votre série? Et comme Dazzler gagne haut la main, cela lance sa carrière et surtout cela fait d'elle une ennemie de la sorcière asgardienne. Pourtant la sorcière est introduite dans une scène démontrant sa beauté et sa cruauté, et franchement c'était prometteur. Mais, cela fait vite pchout au final. L'histoire de ce premier épisode en profite pour raccorder l'éblouissante blondasse aux autres personnages de l'univers Marvel dans une scène d'exposition bien lourde, comme par exemple avec Spider-Man, mais aussi forcément les X-Men. De même, elle est suffisamment célèbre dans la communauté des super-héros pour que le fauve soit au courant de son existence, et c'est d'ailleurs lui qui l'a prévenu du concours de l'Enchantresse. Nous rencontrons également le père de Dazzler, Carter Blair, qui a un prénom médiocre comme tous les gens qui s'appellent Kevin ou Enzo. Oui, c'est méchant, et oui, c'est gratuit. Clique, like et partage. Il y a aussi une grand-mère chelou qui s'appelle Bella. Répète. Ta gueule! Arrêtez! On apprend que le gros Blair, qui n'a rien à voir avec Linda, ni même Tony, n'a jamais approuvé la carrière d'Allison et il voulait qu'elle soit avocate. Voilà encore des relations difficiles avec le paternel, un peu comme dans Miss Hulk quand on y pense. Oui, je sais, ça vous laisse dubitatif. Bref, pas transcendant ni au niveau de l'histoire, ni au niveau de l'univers de la chanteuse. Dazzler, en tant que série, n'est pas à la hauteur de son potentiel. On sent bien, tel un doux fumé, que dès le départ, Dazzler aurait dû fonctionner comme un titre plus orienté feuilleton gentillet de classe Feu de l'amour, avec de la laque et du gloss plein les paillettes, mais Marvel n'a visiblement pas voulu vraiment abandonner les aspects de super-héros, parce que pourquoi pas, mais surtout pourquoi. Ce qui fait qu'on va faire combattre Dazzler contre tout un ensemble de personnages Marvel, aussi colorés qu'hétéroclites, allant de Hulk à Fatalis en passant par Galactus. Avec le passage à la vente en magasin spécialisé, alias le marché direct, comme disent les ricains, l'industrie du comic va profondément changer en cette année 1981, avec des implications majeures pour Marvel et l'industrie de la bande dessinée en général. Oui, je sais, je raconte bien cette histoire, on dirait le père Castor. Les ventes de bandes dessinées étaient en déclin depuis le début des années 70 et les magasins spécialisés sont devenus alors un moyen pour l'industrie de la bande dessinée de se réaligner en tant que marché pour les fans et les collectionneurs. Le Marvel de shooter ouvre la voie en adoptant le marché direct. Alors pourquoi Jimbo a-t-il fait ça? On se le demande. Allô Jim, pourquoi t'as fait ça? Il y aura bien sûr un revers à cela. En transformant l'industrie de la bande dessinée en une industrie de fans et de collectionneurs, elle abandonnait effectivement son empreinte sur le marché de masse, transformant ainsi la bande dessinée en une industrie de niche. Et j'ai bien dit de niche. Et est-ce que cela était bien judicieux, ma gueule? Bah non, ne me réponds pas, c'est une question rhétorique, hein, et puis je peux pas t'entendre derrière cet écran. Sérieux mec, tu parles à un écran? Au début des années 1980, cette décision a probablement sauvé l'industrie de la bande dessinée, mais à long terme, elle a peut-être aussi contribué au déclin annuel du lectorat de la bande dessinée. En un mot finissant, cette stratégie a mis les comics en PLS pour avoir un vocabulaire de jeunes qui se la joue. Et c'est sur cette triste note que je vais conclure ma brillante démonstration sur Dazzler. Voilà, désolé de vous avoir apporté un peu de culture, hein, je sais que c'est pas bien à notre époque d'être culturé, mais bon, vous avez été nombreux à me faire remarquer que je n'avais jamais parlé de la jolie blondasse, alors j'ai fait une première approche avec vous dans cette vidéo totalement inintéressante. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui m'ont demandé d'en parler, je vous raconte pas le kiff que je me suis tapé. C'est ironique. Voilà, c'était Bob Zombie pour vous servir, tu connais les contingences habituelles, alors laisse quand même pause-blow pour récompenser mon boulot, parce que c'est pas YouTube qui va payer mes factures, et puis sache qu'à chaque fois que tu mets un like, des mecs, je sais pas qui en vrai, mais il y a des mecs qui plantent des forêts. Oui, des forêts plantées à chaque like. Bref, cœur sur vous, n'achetez pas chinois, et n'oubliez pas que le pire reste à venir. Allez, salut les geeks! Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.